Bonjour et bienvenue dans ce magazine culturel Actualité du livre. Après un moment d'interruption dû au fait que notre corps n'a pas réagi favorablement à un certain moment, nous avons été aux soins pour justement redonner vie à nos yeux. Aujourd'hui, je reçois monsieur Patrick Balelo. Il est auteur et chercheur dans le domaine des sciences de l'éducation. Il prône la refonte ou mieux le changement du système éducatif congolais qui, selon lui, porte l'étard du colonialisme et de la société traditionnelle africaine. Il propose le changement du système éducatif. Il pense que l'éducation doit former de vrais créateurs d'emplois, mais pas seulement des employeurs, même pas des employés. Parce que dans l'un et l'autre cas, il pense qu'il s'agit de la réification ou de la chosification de l'homme, de l'être humain. Bonjour monsieur Patrick. Bonjour monsieur Luc. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? On dirait ça va. Alors, dites-nous un peu d'où part votre aventure scientifique. Pourquoi avez-vous ciblé l'éducation comme domaine de recherche et comme domaine qui devra constituer l'antidote dont notre société a tant besoin? Au fait, mon travail part d'une démarche artistique, parce que je suis aussi un plasticien de formation. Et ma démarche consistait à essayer de comprendre le tard de notre société. Parce que lorsque on observe bien la société dans laquelle nous vivons, nous constatons que c'est une société qui n'évolue pas comme une société humaine normale. C'est une société qui semble évoluer à une totale anomie, donc absence de normes en fait. Et une absurdité extraordinaire parce que les choses ne se font pas telles que ça devait être fait, le sens de la responsabilité n'existe pas auprès des gens, l'esprit de la créativité n'existe pas, la médiocrité prône comme valeur de base auprès de notre société, l'idiocratie et consorts. Et tout cela m'avait poussé à essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui embrouille cette société. Et cette démarche a commencé à me pousser à me questionner en profondeur jusqu'à ce que j'ai eu à comprendre que ce n'est pas un fruit du hasard, parce qu'en réalité, il n'existe pas de différenciation au niveau naturel entre les différents individus qui peuplent la Terre. Je voulais employer le terme race, mais en réalité, le terme race ne peut pas être employé au niveau biologique, parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence de race. Il n'y a que peut-être différence de carnation et des différences d'ordre culturel. Donc, puisque ces différences sont d'ordre culturel, j'ai eu à comprendre qu'en réalité, la culture, ce n'est pas un fruit du hasard, c'est la forme dont les individus d'une société se décident de conduire leur société pour qu'ils puissent la faire prospérer. Vous comprenez? C'est là que j'ai eu à comprendre que, puisque ce n'est pas un problème naturel, c'est que c'est un problème d'ordre extérieur, c'est-à-dire par rapport à la formation que les gens reçoivent. Et la formation, parce que l'éducation, le rôle de l'éducation, c'est de donner la forme. Un individu, quand il naît, il est comme une pâte, une pâte informe, en fait. De la bouse. De la bouse, en fait. Le rôle d'un éducateur ou de l'éducation, c'est de donner forme à cette pâte informe, de donner forme, en fait. Et la société a ses réalités. La forme dont on donne à l'individu, c'est la forme qui pourrait convenir par rapport au type de société qui se retrouve. Par exemple, les gens qui vivent sur les eaux ou par exemple les gens qui vivent sur des glaces, ils auront des réalités un petit peu spécifiques. Ils auront à créer une forme de moule qui concordera par rapport à leur type de société. Les gens qui vivent dans le désert, c'est pareil aussi avec eux, ils auront d'autres réalités. Donc, ce qui implique que l'éducation, qui est cette formation-là des individus qui peuvent concorder au type de société dont les membres de la communauté ont besoin, s'adaptent par rapport aux réalités culturelles et puis environnementales de là où est censé être appliqué ce type d'éducation. Et j'ai eu à comprendre qu'en réalité, notre problème se situe à ce niveau-là.
nous avons reçu l'éducation qui n'était pas la bonne pour nous. Et cela a créé des individus psychopathes, la manière dont nous semblons observer dans notre société. Donc tout ce que vous voyez dans notre politique, dans notre monde culturel, dans notre monde journalistique ou dans notre monde sociétal en général, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une mauvaise éducation. L'éducation n'est pas le fait d'être diplômé en ceci, cela, parce que les diplômes en réalité sont des présomptions d'intelligence. Les diplômes nous donnent une idée que telle ou telle personne pourrait être apte à se comporter dans tel ou tel domaine correctement. Mais en réalité, cela n'assure rien du tout. Donc, hormis cet aspect-là de présomption d'intelligence, en réalité, nous sommes très mal éduqués. Tout le monde le prône qu'il faut un changement de mentalité pour que notre société puisse évoluer, parce que c'est là le problème. Or, le changement de mentalité est d'ordre de l'éducation. Parce que les mentalités sont formées à partir de moules psychologiques que la société a mis en place pour ce service-là. Oui, et vous partez d'un constat, vous constatez que l'on est parti de la réduction du concept éducation à celui d'enseignement. Et vous pensez que dans un monde où la famille, la religion sont totalement irresponsables, il faille apporter autre chose. Alors, c'est autre chose que vous vous donnez comme mission d'apporter dans un monde tel que celui d'aujourd'hui? Au fait, moi, je fais mon rôle, c'est lui de proposer un plan pouvant faire changer les choses. Parce que ce qui est vrai en réalité, nous avons besoin d'une vision pour l'avenir du Congo. Parce que ce qui est vrai, nos politiques n'en ont pas. Il faut être franc. Ils sont là, ils visent le pouvoir. Aussitôt qu'ils obtiennent le pouvoir, ils ne savent que faire avec. Et finalement, soit ils maintiennent le statu quo, ou soit ils s'embrouillent totalement. Et puis la population, nous autres, nous plaignons. Et puis à un moment, nous demandons leur départ. Moi, je fais ma part, au fait. Moi, j'apporte une solution. Mais au niveau général, au niveau étatique, il faudra que l'État reprenne le rôle de l'éducation. Vous comprenez cela? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le système que nous avons actuellement, c'est un système exogène, c'est-à-dire qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas un système éducatif conçu par les Congolais. C'était conçu avant par les Occidentaux qui sont venus posséder nos terres pour exploiter nos richesses ici. Donc ils avaient leurs intérêts qu'ils visaient. Et ils voulaient mettre en place des types d'individus qui devaient leur favoriser pour pouvoir mettre en place leurs intérêts ici. Vous comprenez cela? C'était totalement en déphasage avec ce que nous autres ou nos aïeux, nos ancêtres avant 1482 ou même durant les périodes de l'esclavagisme quand ils tentaient d'embrouiller les sociétés africaines, avaient mis en place. Et ils avaient mis en place des systèmes pour pouvoir faire émanciper les sociétés en place. Et cela concordait par rapport au type de société qu'ils avaient. Mais les Européens ou les Occidentaux sont venus avec une autre vision du monde qui tablait sur leurs intérêts, contrairement aux nôtres. Et cela a conduit à la société telle que nous avons des gens par l'extraversion, je veux dire plutôt des gens dont leur seule vision du salut devait venir de l'Occident, dont leur seule vision de connaissance devait venir de l'Occident, qui ne sont en mesure de ne rien produire d'eux-mêmes et qui pensent que leur sort en réalité, c'est une décision des dieux qui s'est dit que non, ces gens-là doivent souffrir. Or, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est un monde d'intérêts où les gens travaillent pour leurs intérêts et il faut que l'État reprenne ses intérêts dans ce contexte-là. Alors, vous dites le système actuel consiste à créer des travailleurs, mais pas des employés, et que le fait d'appeler... Le contraire, en fait. Vous dites le contraire. De créer des employés, ouais, et non pas des travailleurs. Donc, vous dites que le fait de créer des employés, c'est chosifier la personne humaine. Un employé, dites-vous, c'est un instrument, une machine un objet d'utilisation. Un objet d'utilisation. Oui, un objet dont on emploie pour parvenir à une tâche donnée. D'accord. Or, le travail, en réalité, c'est une forme d'activité humaine exigeant, en réalité, des efforts exceptionnels, devront aboutir, en réalité, à la transformation de réalité naturelle en des services qui n'existaient pas avant. Vous voyez? Par exemple, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Vous voyez? Or, l'emploi, en réalité, c'est aussi une forme de travail,
Mais là, vous jouez le rôle d'une forme d'automate. Donc, vous êtes là pour remplir une fonction bien précise. Pas plus. Un secrétaire est là, par exemple, pour notifier certaines choses. C'est un comptable est là juste pour compter. Je me souviens, par exemple, là, je vous parlais de l'histoire de la NASA. Il y avait un moment où il y avait un service spécialisé à la NASA, des calculatrices et des calculateurs. Durant les années avant la mise en place des premiers ordinateurs à la NASA. Ces gens avaient pour rôle de pouvoir calculer les balistiques et puis d'autres parcours physiques pour que les missions de la NASA se réalisent correctement. Mais il est arrivé un moment, ils étaient des employés pour ça. Donc des objets censés calculer cela. Mais il est arrivé un moment quand la société tend à évoluer, où il y a eu la mise en place des premiers IBM, les premiers ordinateurs de computer. Quand on les a insérés, on s'est rendu compte que ça réalisait des calculs extraordinairement plus que ce que les humains réalisaient, avec de précisions microscopiques. Vous voyez? Et cela a conduit à l'élimination de ces secteurs d'emploi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus besoin d'eux. Vous comprenez cela? Pareil avec, par exemple, les agents de l'administration ici en RDC, avec toutes ces histoires de la Banque mondiale, en réalité, qu'on peu importe les gouvernants qui vont passer cela, avec tout ce programme des banques mondiales ici, l'administration sera obligée d'être rétrécie parce que de plus en plus, la Banque mondiale pense que pour pouvoir emmagasiner plus par rapport aux dettes qu'ils nous donnent régulièrement, il faudra que nous puissions réduire les effectifs des travailleurs de l'administration pour pouvoir limiter certaines dépenses et pour pouvoir perfectionner le travail, ils veulent informatiser certaines histoires. Donc, on se rendra compte qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être au chômage parce que leur emploi ou le fait qu'on les a utilisés dans tel ou tel secteur, il y a maintenant des objets informatiques ou des logiciels informatiques ou même de robots qui feront cela mieux qu'eux. Donc l'emploi est appelé à disparaître, or le travail existera toujours parce que le travail, à tout moment qu'il y a de nouveaux problèmes, il y a toujours possibilité de transformer pour pouvoir créer quelque chose de nouveau dont la société pourrait avoir besoin. Donc raison pour laquelle ce type d'orientation, je trouve que c'est en total déphasage avec l'évolution du monde actuel. Parce que le monde actuel, en réalité, l'emploi se meurt partout dans le monde. Il est temps que nous puissions tabler sur la formation des travailleurs, c'est-à-dire des transformateurs, des créateurs d'idées, des gens qui peuvent, des gens qui voient des opportunités derrière les difficultés de choses. Pas des pessimistes, pas des gens des automates ZBT qui sont là pour faire des rôles inutiles de fois que l'informatique pourrait mieux faire. Alors vous faites aussi le constat que le système éducatif actuel produit une société totalement inégalitaire. Non, je disais plutôt, ça conduit à la société totalement inégalitaire parce que les défaillances dont je suis en train de mettre en avant, c'est plutôt des défaillances dont on peut percevoir parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce système. Mais ce sont des défaillances dont les effets se font sentir. Quand j'ai parlé par exemple de l'orientation, de l'enseignement lié aux places de l'éducation, nous constatons que nous avons des gens irresponsables à la place de choses. C'est-à-dire, parce que l'éducation est censée avoir 4 domaines d'apprentissage, c'est-à-dire le savoir-faire, le savoir-être, l'être et l'avoir. Or, l'école s'est dit, nous gardons seulement le savoir-faire, l'école à l'occidentale, je précise, parce que les ancêtres faisaient autre chose. Il s'est dit, on garde le savoir-faire et le savoir, donc c'est-à-dire la technicité, vous voyez? Et puis ce savoir-faire et le savoir étaient orientés dans un cadre moins utile par rapport aux besoins exacts que nous avons besoin. Ces savoir-faire étaient orientés dans la création des personnels de l'administration. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire des personnels qui doivent travailler dans le secteur tertiaire. Certains tertiaires, il y a le secteur primaire. Donc, primaire, c'est le créateur d'idées. Les secondaires transforment ce que le primaire ont créé. Et le tertiaire gère ce que le primaire et les secondaires ont mis en place. Vous voyez? Or, vous voulez faire émanciper une société tout en vous axant sur les gens qui sont censés gérer au moment où il n'y a pas de créateurs, il n'y a pas de transformateurs. Vous voyez? Alors, ma question, est-ce que vous avez... Je veux revenir parce que je n'ai pas fini. La question que vous m'avez posée est plus large. Allez-y. Donc, si j'ai épinglé ces questions-là, ça se constate que tous nos fameuses élites, nos intellectuels, nos politiques, sont des gens trop souvent très mal éduqués. Des voleurs, des corrompus, des immoraux. Et tout ce que je pourrais dire du mal, il révèle tout cela. Donc cela prouve à quel point l'école a failli dans ce sens-là. Dans le deuxième côté dont j'ai parlé du secteur inégalitaire, j'ai parlé plutôt d'une éducation qui prônait l'inégalité dans la formation. Parce que cette école veut que tout le monde puisse être de la même manière. Vous voyez? C'est-à-dire penser ainsi
il faut avoir telle finalité. Or, nous oublions que tous les enfants ne sont pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Pour preuve, vous êtes ce que vous êtes, moi je suis ce que je suis. Vous voyez? Vous, par exemple, vous ne saurez pas être comme moi je suis avec des boucles d'oreilles. Moi, je ne saurais peut-être pas être comme vous. Donc, cela montre déjà que nous ne voyons pas le monde de la même manière. Cela sous-entend, il faudrait assez que, à la langue, que nous ayons une école adaptée aux visions et aux réalités de chaque enfant, parce que tous les enfants ne sont pas identiques. Raison pour laquelle, dans cette fameuse école, on constate soi-disant que certaines personnes semblent être inutiles ou idiotes, parce que vous voulez à ce qu'ils puissent être d'une certaine manière qu'ils ne sauront jamais l'être. Alors, vous croyez vraiment que le système que vous êtes en train de prôner va déboucher sur la création des individus en respectant strictement leur originalité? On dit par ailleurs que tous les Américains portent des chapeaux. C'est pour dire que tous les Américains sont façonnés dans le façonnement dont vous parliez tout à l'heure, d'une certaine manière que quand vous rencontrez un monsieur, vous parlez avec lui, vous dites « ça c'est un Américain », vous rencontrez un autre, « ah ça c'est un Congolais », vous rencontrez un autre, « ça c'est un Algérien », j'en passe des meilleurs. C'est que l'éducation, oui, donne une certaine forme, mais également une certaine identité. Une certaine identité, mais la personne, un individu évolue bien dans des choses qu'il est naturellement motivé. Vous voyez? Moi, ce que je le fais par passion. Je ne le fais pas par recherche vraiment d'argent. Parce que, j'ai dit vraiment parce que c'est un travail. Tout travail mérite un salaire. Mais en réalité, je le fais d'abord par passion. Je le fais par souci de pouvoir aider le mien. Vous voyez? Donc, je suis motivé par ça. Je peux ne pas avoir le moyen pour ça, mais je travaillerai quand même. Vous aussi, j'espère, votre journalisme, vous le faites par passion. C'est d'abord une passion pour vous et ensuite, c'est un métier. Vous voyez? Par exemple, quand j'observe Koffi Olomide ou Fally Ipupa, je suis fier d'eux parce qu'ils font d'abord la musique par passion. C'est d'abord pas par recherche de l'argent. Or, en comprenant que nous n'avons pas la même passion, cela veut dire qu'on ne peut pas avoir la seule et unique façon de pouvoir créer des individus. La nature est l'uniformité. La nature ne supporte pas l'uniformité. La nature aime la diversité, mais dans l'unité. Et l'unité dans la diversité. Vous comprenez cela? Cela impliquerait que chaque personne a ses singularités, développer ces singularités-là, mais tout en ayant l'idée de toujours les garder dans l'ensemble de la chose. Or, le système actuel prône le totalitarisme, c'est-à-dire que tout le monde soit égal, au moment où en réalité tous les enfants ne sont pas aptes dans tel ou tel autre domaine et ils semblent être moins intelligents et dans la réalité de la vie, ils se font des complexes et ils n'arrivent pas à s'ancrer dans les réalités. Et ceux qui semblent réussir reçoivent d'autres complexes de supériorité et ils s'imaginent comme étant des êtres extraordinaires et ils se comportent de manière anormale. Alors, ayant ainsi décelé les faiblesses du système éducatif actuel, vous avez conçu ce système éducatif sur base de ce que l'on connaît plus ou moins. Mais le fait d'avoir conçu cela ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Qu'avez-vous entrepris pour que vos pensées puissent prendre corps? Vous savez, à mon niveau, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire d'une forêt qui s'est brûlée. Comment on appelle cette philosophie? Le colibrisme. Je ne sais pas si vous avez appris cela. Oui. Au fait, je constate que notre forêt, notre État, notre civilisation africaine, notre nation africaine noire est en train de mourir. Et elle est en train de mourir à petit feu. Et à mon niveau, en tant qu'un petit colibri, parce qu'en réalité, pour l'instant, je ne représente pas grand-chose, tout ce que je peux faire, c'est interpeller. C'est interpeller l'élite intellectuelle et surtout interpeller l'élite politique parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir pour pouvoir changer des choses de manière rapide. Vous voyez? Et à mon niveau, j'ai posé des actions que j'ai pu ou que j'ai eu à pouvoir C'est quoi faire ces actions-là? Ces actions, en réalité, je me t'ai dit d'adresser aux autorités cette demande de pouvoir changer de choses et de tenter à mon niveau d'interpeller l'élite intellectuelle. C'est déjà ça, ça fait partie des démarches que j'avais entreprises en ce sens-là. Et au niveau des autorités, j'ai pu entamer des dossiers il y a déjà plusieurs années. Au niveau international, parce que je me souviens même à un moment,
au niveau de l'Union européenne, je les avais adressés avant qu'il y ait tous ces événements du terrorisme, le danger qui risquera de courir à la longue. Parce que qu'est-ce qui se passe? Hier, ils nous ont vendu le rêve de l'Occident comme étant le paradis sur Terre. Ils nous ont appauvris indirectement en exploitant nos terres, en mettant des individus qui semblent ne pas pouvoir nous aider, de pouvoir nous émanciper. On se souvient de l'époque des indépendances, où quand les Africains voulaient avoir leur propre pouvoir entre leurs mains, eh ben, c'était une série de coups d'État dans toute l'Afrique noire, où on a imposé des individus qu'ils savaient. Il est avéré aujourd'hui, parce que pour le cas par exemple de Lumumba, il y a un procès qui a été réalisé en Belgique, qui démontre à suffisance que l'État belge, les États-Unis étaient à la tête de ça. C'était pas une histoire comme on imagine congolo-congolaise, parce que c'est 4 jours après que le bêtise ont commencé à se réaliser ici. Donc, je les avais interpellés dans le sens où, avec tout ce qu'ils font comme aide ici en Afrique, la seule façon de pouvoir aider les Africains, c'est de pouvoir aider les Africains à pouvoir s'aider soi-même, eux-mêmes plutôt. Et cela ne partirait que par l'éducation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tant qu'ils continuent à mettre en place les systèmes qu'ils ont mis en place, l'exploitation de l'Afrique, l'appauvrissement de la manière dont ils le font, les conséquences c'est quoi? Les gens ne se retrouvent pas ici et finalement vous le vendez l'image de votre paradis imaginaire et tous ces gens, puisqu'ils ne se retrouvent pas ici, l'objectif sera d'aller peupler leur région là-bas. Et de nos jours, ils ont des problèmes d'emploi, ils ont des problèmes d'insécurité, ils ne veulent plus assez de gens. Et qu'est-ce qui va se faire? Ils vont mettre en plus de barrières. Le risque serait que ces individus qui mettent des barrières, ils ont des frères à l'intérieur là-bas qui ne supporteront pas cela et qui risqueront de se radicaliser à la longue. Donc la meilleure façon pour eux, je m'étais dit, c'est dans l'éducation. Mais ils ne m'ont pas écouté. Il y a eu cette histoire de Charlie Hebdo à la longue et tous ces attentats qui se réalisent maintenant. Et maintenant, il y a un plan au niveau de l'Union européenne qui est mis en place pour pouvoir mettre un appui sur l'éducation. Il y a déjà un fonds pour ça. Au niveau national, moi j'ai mené des actions à mon niveau. J'ai atteint quasiment tous les niveaux décisionnels de ce pays. Jusqu'à l'instant où nous parlons, je suis toujours en train de mener, c'est toujours en cours. Ça veut dire que le résultat n'est pas encore tombé. Le résultat n'est pas tombé, il y a des semblants d'intérêt à tous les niveaux. Des fois, non, c'est vraiment un problème que nous constatons, mais puisqu'ils sont apparemment superficiels, parce qu'ils se battent pour des histoires, leurs postes et consorts, ce sont des sujets qui ne les intéressent pas. Alors, Monsieur Patrick, finalement, au vu de tout ce que vous venez de dire, est-ce que l'histoire des Congolais, où le Congolais est victime de son histoire, ou est-ce que l'histoire des Congolais est victime de l'agir collectif des Congolais et des autres dans le temps et dans l'espace? Je dirais, dans tous les cas, toutes les deux hypothèses se valent. Le premier, c'est dans le contexte que l'histoire, dans le cadre de ce qui est déjà passé, est passée. Nous avons été victimes, c'est un fait. Ce n'est pas une vérité parce qu'en réalité, il n'existe pas une vérité. Et la victimisation c'est traduit même dans le système éducatif. Voilà, c'est un fait qui est là. Nous avons été humiliés, nous avons été ce que nous sommes, nous avons été lobotomisés pour mettre en avant ces stupidités extraordinaires que nous mettons dans cet ensemble de ce pays ici, de ce continent. Mais de l'autre côté, l'histoire sera victime, sera plutôt victime. Là, je le conjugue dans le futur, parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons, le passé est passé, mais nous avons entre notre main le présent. Cela veut dire, c'est le seul cadeau que nous avons. Parce que le passé est passé, le futur ne nous appartient pas, mais le futur dépendra de ce que nous ferons dans notre présent. Vous voyez? Mais qu'est-ce que nous faisons dans ce présent? L'égoïsme. Chacun regarde sa petite personne, son petit intérêt. C'est comme un jour, j'ai entendu quelqu'un qui dit « Tozo kufanzala, pas potozani, mais potozo bango kufanzala ». Personne ne veut faire quelque chose pour que ça change. Et tout le monde regarde à ce que l'autre fasse. Et même, quand bien même que l'autre essaye d'apporter, eh ben, il se force à vous mettre des bâtons dans le roue, juste par pure stupidité. Parce que c'est vraiment de la stupidité. Alors, fixe ton objectif. Dis-nous alors, que doit faire le Congolais pour garantir son avenir et mettre sur pied un système éducatif qui lui convienne, qui réponde véritablement à ses besoins, mais également à ses attentes? En réalité, en disant Congolais, ce sera trop vague. Je souhaiterais bien m'adresser aux individus bien précis. Premièrement, aux décisionnaires. De pouvoir comprendre que nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons que cette RDC ici. Dieu nous a donné ça.
On pourrait bel et bien essayer de vivre notre petite vie d'humain, suivre nos petits intérêts, mais soyez-en sûrs que demain, nous ne serons plus en mesure d'être là et nous serons face à l'histoire de ces petits-enfants qui nous demanderont « Qu'avez-vous fait durant votre époque pour que ça change ?» C'est bien bon de se construire des maisons comme on le fait, mais c'est mieux de laisser des actions qui vont être marquées de génération en génération. On parle aujourd'hui de Lumumba, pas parce qu'il a construit des routes. On parle aujourd'hui de beaucoup de grands noms d'Einstein, c'est pas parce qu'il a fait ça, mais c'est parce qu'ils ont apporté des choses qui ont fait évoluer leur société. La société congolaise n'évoluera pas par hasard. Dieu n'est pas contre nous. Dieu est pour nous. Dieu veut notre émancipation. C'est à vous de prendre conscience de cela en s'efforçant à pouvoir mettre en avant tout le plan disponible. Surtout que là, on vous apporte déjà un plan qui est là. C'est plus sage et plus intelligent de tenter de le mettre en place pour que ça évolue. Au niveau de la population, je demanderais à l'élite intellectuelle de pouvoir prendre conscience parce qu'on a tendance à divaguer, à discuter sur des sujets qui ne sont pas assez importants. Le vrai sujet, c'est notre bien-être, comment le réaliser. Mais on a tendance à mal le regarder. On dirait que c'est quand il y a un changement là-bas à la tête, simplement que les choses changeront. Nos parents des années 60 ont espéré ainsi. Nous avons eu l'indépendance, mais les choses n'ont pas changé. Le Congo a continué parce que 4 jours après, Lumumba a eu des problèmes et on les a éliminés pour placer à la tête autre personne. Nous avons espéré que le changement avec Mobutu apportera un changement. Nous avons vu un semblant de changement durant un petit temps, mais quelques temps après, le statu quo est revenu. Donc, il est temps que nous puissions comprendre que notre problème est très profond, mais c'est plutôt d'ordre psychologique, cela que nous devions nous baser. Et à la population, je demanderai à ce que vous puissiez vous focaliser, mettre la pression à tous ces individus qui semblent vous représenter, de pouvoir se focaliser sur les vraies questions de la société, qui en réalité ne partira que d'une éducation nouvelle et pas autre chose. De tout cœur, je vous remercie, monsieur Patrick, d'avoir répondu à mon invitation. Je pense que prochainement, on pourra toujours réaliser d'autres émissions pour voir où en êtes-vous avec votre projet éducatif. Est-ce qu'il n'est pas fictif? Est-ce qu'il est réaliste? Et s'il est réaliste, qu'aurez-vous fait de ce projet? Ça, ce sera la question à laquelle on va répondre dans les prochains jours. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.